Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. La France peut-elle sortir vaincue de la guerre que lui mènent les islamistes? C'est une vraie question que se pose Gilles Kepel et le titre de son ouvrage, La fracture, en démontre le talon d'Achille. D'un côté, les groupes communautaristes qui rêvent d'un islam conquérant, de l'autre, l'extrême droite qui réagit en prônant la question identitaire, et le tout sous le regard pas assez lucide d'une grande partie des élites françaises. Vous êtes Gilles Kepel, l'un des plus grands spécialistes de l'islam en France. Vous avez décidé que le politiquement correct s'était terminé? Oui, je ne l'ai jamais tellement cultivé, mais là, il m'a semblé important, surtout après avoir étudié ces questions au fond et en détail, de poser les problèmes en termes politiques. On a eu 239 morts sur le territoire français entre Charlie Hebdo et l'assassinat du père Hamel en 1 an et demi. Nous avons maintenant une campagne présidentielle et législative qui va déterminer le destin de notre pays. Et je trouve que la façon dont cette question est posée n'est pas à la hauteur des enjeux. Je trouve que les hommes politiques jouent avec démagogie ou bien mettre ça sous la table. Je pense qu'il faut analyser ce qui se passe dans la société. Une société qui, elle, est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus forte que notre classe politique. Surtout, et vous avez eu raison d'écrire cet ouvrage, parce que vous l'avez quand même écrit avant l'élection de Donald Trump, que les Américains, avec leur vote, ou que les Anglais, avec le Brexit, viennent de montrer qu'aujourd'hui, on a besoin d'une classe politique forte, parce que sinon, n'importe quel discours peut passer. Absolument. Et le Brexit et l'élection de Donald Trump, évidemment, traduisent des angoisses d'une partie de cet électorat qui se sent largué, qui se sent pris entre le marteau de la mondialisation et l'enclume de l'immigration, entre guillemets. Alors, il faut leur tenir un discours rationnel, qui les rassure, leur donne quelque chose dans quoi se projeter pour l'avenir, alors que, évidemment, un certain nombre de politiciens voient dans l'utilisation de ces sentiments l'occasion de créer un discours démagogique qui permet de rafler la mise. Alors en clair, vous, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Les musulmans de France ne sont pas tous stigmatisés et surtout, il y a une vraie stratégie pour déstabiliser la France. Oui, il y a une stratégie qui est très explicite dans le discours de Daesh, État islamique, quelle que soit la manière dont on l'appelle. C'est-à-dire, on fait des attentats qui sont des provocations destinées à ce que la société dans son ensemble se traduise par des pogroms, si vous voulez, qu'ensuite il y ait une espèce de guerre d'enclave qui construit un sentiment de guerre civile larvée entre les quartiers populaires déshérités, les centres-villes. Et j'ai analysé dans ce livre, du reste, l'infographie que Rachid Kassem, qui est ce djihadiste de Roanne, qui a condamné à mort un grand nombre d'entre nous et qui a en particulier manipulé le commando féminin du mois de septembre, et ainsi on en a la certitude que les assassins du père Hamel, monsieur Kassem donc explique à travers cette vision étonnante de son texte qu'il faut en fait tuer toute la classe moyenne, si vous voulez. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est que vous arrivez à définir quelles sont les façons dont les islamistes veulent s'en prendre à la France, classe par classe. Oui, en tout cas, les djihadistes, c'est assez frappant, parce que bien sûr, il ne le dit pas. Lui, il n'a pas fait un doctorat de sociologie. Hein. Il a surtout fait des études de meurtre. Alors, vous disiez, la classe moyenne, on n'en veut plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, quand vous regardez qui il cible, c'est la petite classe moyenne blanche, entre guillemets, les conseillers municipaux, les gens qui ont refusé un logement, par exemple, les adjoints au maire, les conseillers d'éducation, les éducateurs, puis ensuite les journalistes de Skyrock, vous voyez tout ça. Et ça, on voit bien comment ça traduit une espèce de haine sociale qui se construit à travers un vocabulaire religieux exacerbé, mais alors là, pas des islamistes, des djihadistes à proprement parler. Parce que l'islamisme, si vous voulez, au sens d'islam politique, il y a trois composantes. Il y a les djihadistes, qui sont ceux qui font les assassinats, et qui, je crois, sont haïs par la majorité des musulmans, ne serait-ce que parce qu'ils en tuent un grand nombre aussi, comme tous les autres. À Nice, sur les 86 morts, il y a eu 30 personnes qui avaient un patronyme musulman.
Si les bombes avaient explosé, les ceintures explosives avaient sauté au Stade de France, il y aurait eu des milliers également de jeunes de Seine-Saint-Denis qui seraient morts. Mais vous avez aussi les salafistes qui, eux, sont plutôt dans une logique de construction d'enclaves, mais qui ne sont pas généralement violents eux-mêmes, mais on peut passer facilement du salafisme au djihadisme parce qu'on a fait une rupture culturelle. Et puis vous avez la mouvance des frères musulmans qui, elle, est beaucoup plus politique et qui, à travers notamment, à mon avis, le CCIF, le collectif contre l'islamisation en France, d'une certaine manière, essaie de tirer les marrons du feu de cette situation en posant les musulmans dans leur ensemble comme victimes de l'islamophobie. En fait, c'est votre théorie. C'est que vous arrivez à montrer que finalement, ces attentats, ces pensées sur comment est-ce qu'on déstabilise la société française par sa classe moyenne, par les politiques, par les artistes, par s'en prendre aux musulmans, comme vous le rappelez. C'est une stratégie souterraine qui est menée par un groupe. Ça, c'est votre idée ? Oui, tout à fait. Dès 2005, c'est présent. Moi, j'avais traduit avec d'autres collègues aussi, dès 2005, les textes d'Abou Moussa Bessouri, qui s'appelle L'appel à la résistance islamique mondiale, qui vise l'Europe comme ventre mou de l'Occident et qui veut utiliser des jeunes enfants d'immigrés en Europe pour commettre des attentats de proximité dans un but de provocation et de briser la société pour déclencher une guerre de tous contre tous. Je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Mais néanmoins, il y a des gens, d'autres acteurs politiques, à l'extrême droite ou à la droite extrême d'un côté et dans la mouvance communautariste, qui essaient de tirer parti de cette fracture, d'où le titre du livre, pour pousser leurs propres intérêts, à mon avis, au détriment de notre vivre ensemble dans la société française. Pourquoi on ne les arrête pas assez tôt ? Ça, c'est là où vous arrivez à montrer du doigt une part des intellectuels français, une part de la classe politique française, en disant que finalement, ils ne veulent pas voir, parce qu'il y a quoi ? Un remords du colonialisme ? Parce qu'il y a une paupérisation de la pensée ? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une très grande difficulté à appréhender ces questions. Parce que d'un côté, on exagère tout, on montre du doigt, c'est ce que font les politiciens de droite extrême, ils montrent les musulmans qu'ils stigmatisent pour avoir des voix de gens qui ont peur. Et ça a été le cas, on a vu ça, M. Trump aussi a été élu entre autres en disant qu'il allait interdire l'immigration des musulmans aux États-Unis. Et puis, de l'autre côté, on refuse d'analyser ce qui se passe dans la mouvance djihadiste parce qu'il ne faut pas toucher à tout ça. Il y a la culpabilité postcoloniale. Et vous vous souvenez, par exemple, quand il y a eu la grande manifestation du 11 janvier 2005, « Je suis Charlie », vous avez des intellectuels, qu'Emmanuel Todd et autres, qui ont expliqué que cette manifestation, c'était en réalité une manifestation qui crachait sur la religion des faibles. Ce n'était pas une manifestation qui crachait sur la religion des faibles, c'est une manifestation qui protestait parce qu'il y avait eu les assassinats à Charlie Hebdo, à l'hypercacher et du policier Ahmed Merabet. Parce que n'oublions pas que les premières cibles des djihadistes, ce sont d'autres musulmans. Dans l'infographie de Rachid Kassem, qui cible 35 personnes, les premiers, en haut à gauche, ce sont des imams qui considèrent comme des apostats parce qu'ils lui disputent le leadership parmi les musulmans de France. Mais aujourd'hui, en France, on a beaucoup de mal, finalement, à faire la part des choses entre l'islam, les musulmans, l'islam radicalisé. Et donc, il y a toute une parole qui est de ne surtout pas aller vers cette fracture, de ne surtout pas énoncer ce qui se passe. À partir du moment où on fait l'omerta, où on n'analyse pas les choses, on renforce les acteurs de la fracture d'un côté et de l'autre. Moi, mon travail comme universitaire, c'est d'expliquer les choses telles que je les analyse. J'ai 35 ans d'expérience, j'ai appris l'arabe, j'ai fait beaucoup de travail dans les banlieues populaires françaises et aussi au Moyen-Orient. Bon, je mets mes connaissances au service de mes compatriotes qui ne sont pas nécessairement spécialisés et du public parce que je voudrais que le débat, en particulier le débat public qui se prépare, qui commence déjà pour la présidentielle, ne soit pas l'otage de démagogues, qu'ils soient communautaristes ou identitaires. Alors justement, comme vous êtes spécialiste et que vous connaissez parfaitement ces questions, vous expliquez que justement un État laïque comme la France est compris comme étant un État non islamique et donc à islamiser en quelque sorte. Ça, c'est dans l'esprit des plus extrémistes, bien sûr. Ils considèrent que... C'est d'ailleurs pas par hasard que le 14 juillet... Le 14 juillet a été ciblé, parce que le 14 juillet, c'est la fête de la prise de la Bastille. C'est aussi, pour les djihadistes et autres, c'est le symbole
de la victoire de la raison sur les conceptions religieuses du monde. Donc c'est pour eux la fête de l'impiété, laïcité égale impiété, mécréance, etc. Et je crois que là, il y a un véritable enjeu culturel. Il y a aussi une volonté de fracturation de la société française. Vous avez posé toutes ces questions-là et on a vu qu'il y avait des réponses dans les intellectuels français qui disent que vous allez trop loin, qu'en fait il faut protéger les uns et les autres pour avoir une identité plus heureuse. Pour vous, c'est une solution ? Non, l'identité, c'est ce qu'on construit. Bien sûr, nous avons hérité d'un certain nombre de choses, chacun à notre manière. On vient de différentes origines. Vous avez entendu que Nicolas Sarkozy a décemment dit, même moi qui suis en partie hongrois et en partie grec, à partir du moment où je suis français, mes ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est-à-dire qu'il adhère à un roman national qui est largement mythifié, qui a été inventé sous Napoléon III. Mais on pourrait dire tout aussi justement, peut-être même plus justement, mes ancêtres les Berbères, mes ancêtres les Sénégalais, tout ce monde de l'Empire, parce que la France d'aujourd'hui, ça n'est pas seulement l'Hexagone, c'est l'héritage également de l'Empire. Ce n'est pas par hasard que Mohamed Merah tue les enfants juifs de l'école Ozar HaTorah à Toulouse le 19 mars 2012, 50 ans jour pour jour après le 19 mars 62, qui est la mise en œuvre du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Il y a plein de rues, il y a des milliers de rues du 19 mars 62 en France, parce que c'est quand le contingent est rentré. Les municipalités Front National les débaptisent aujourd'hui systématiquement. On voit bien, et Merah était né dans une famille algérienne qui détestait la France, qu'il essaye d'utiliser ce carburant rétrocolonial, si j'ose dire, pour pousser sa volonté djihadiste de fracturer la nation. Merci beaucoup Gilles Kepel, le temps passe très vite. Bonne suite de programme sur France 24.